Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, l'esprit économie. Collection, l'esprit économie. Fondée par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996. Dirigée par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 6 séries. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. La série Économie formelle a pour objectif de promouvoir l'analyse des faits économiques contemporains, en s'appuyant sur les approches critiques de l'économie telle qu'elle est enseignée et normalisée mondialement. Elle comprend des livres qui s'interrogent sur les choix des acteurs économiques dans une perspective macroéconomique, historique et prospective. Dans la série Le Monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie », le second « Histoire et impact économique et sociaux des innovations ». La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Dédicace. À ma Véronique, image véridique de qui je suis. Porteuse de la victoire. Introduction. Critique lapidaire de l'économie de marché ou défenseurs élogieux, les hommes écrivant sur le capitalisme font rarement la part des choses. Les opposants à l'économie de marché s'enfoncent trop souvent dans une sorte de régression infantile ignorante de toute réalité économique, au lieu d'en construire une critique salutaire. À l'opposé, ces laudateurs pensent lui rendre service, mais en donnent une vision caricaturale, in fine tout aussi dogmatique que celle de ses opposants. Ce livre soutient 2 thèses. La première est une défense de l'économie de marché, mais selon un mode privilégiant le réalisme. L'économie de marché, comme la démocratie, doit être présentée comme le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Les ennemis les plus néfastes du libéralisme ne sont pas ses adversaires acharnés, dont les modèles économiques se disqualifient d'eux-mêmes, mais ces dévots qui en font une présentation si angélique qu'elle tient de la survente malhonnête et engendre une légitime méfiance. Un tel dogmatisme empêche de trouver des parades efficaces contre les périls inévitables de l'économie, transformant des effets négatifs supportables en catastrophes humaines, politiques et économiques. Si les tremblements de terre sont inévitables et difficilement prédictibles, rien ne doit nous empêcher de construire des bâtiments antisismiques. L'on donne une image fidèle de l'économie de marché en la décrivant comme un paysage contrasté et dangereux, parsemé de falaises et de gouffres. Ce paysage est celui de l'ensemble de ses fonctionnements.
Seuls 10% de ces modes opératoires sont bénéfiques et efficaces, les 90% restants étant des modes dégradés, précipitant hommes, pays et entreprises dans la précarité. Ajoutons aussitôt que les autres systèmes économiques voulant s'affranchir du marché, c'est-à-dire de formes d'action libres et auto-organisées, garantissent quant à eux l'échec à 100%. Défendre l'économie de marché nécessite ce réalisme. Il faut également avoir en tête que le libre jeu des forces de marché ne garantit nullement d'atterrir sur les 10% bénéfiques. Il faut distinguer la conviction que des formes auto-organisées sont indispensables, caractéristique du libéralisme véritable, de la croyance selon laquelle elles garantissent infailliblement le meilleur résultat, sorte de pensée magique d'auteurs se disant libéraux, en réalité attachés à une forme d'obscurantisme. La notion d'interventionnisme est complexe. Il ne faut pas agir sur le déroulement d'un processus auto-organisé en cours de route, mais il est souvent nécessaire de le faire sur son résultat final. D'autre part, rien n'interdit de préparer au mieux ses conditions de départ. Nous pratiquons aujourd'hui le libéralisme à contresens comme une sorte de fatalisme, contraire à l'esprit de responsabilité qui est à son origine. La seconde thèse, reliée à la première, montre que tous les principes économiques importants sont paradoxaux, dans le sens où leur application engendre immédiatement son effet inverse. 4 principes sont analysés, montrant comment ils produisent l'exact opposé de leur intention initiale s'ils ne sont pas utilisés avec certaines précautions. La mise en concurrence ouverte. La mesure de la performance pour le pilotage d'une politique économique ou d'une entreprise. Les politiques de réduction de coûts et d'austérité. La recherche de vitesse dans la production d'un bien ou d'un service. Ces principes relèvent toujours de bonnes intentions initiales. Mais l'on sait à quel point les enfers en sont pavés, particulièrement les enfers économiques. Cela ne signifie pas qu'il n'existe aucun principe fiable, ni qu'il faille se limiter à un empirisme très prudent. Il faut être conscient que chacune de nos actions devra affronter de très nombreuses façons d'être pervertie de son but initial. Toute action économique efficace doit intégrer un principe directeur, et les dizaines de détournements qui peuvent en être faits. Naviguer au milieu de ces notions mouvantes est un exercice de haute technicité. Il nécessite de comprendre véritablement comment fonctionne la mise en concurrence, la mesure de la performance, les notions de gain en coût et en vitesse. Leur mode de fonctionnement nous fera rencontrer, à l'instar de la biologie et du monde du vivant, des notions de seuil activant et désactivant, d'effet boomerang, d'arbitrage entre le court et le long terme. L'économie fourmille de tels mécanismes, comme ceux qui siègent au sein d'un corps biologique. L'application simpliste et univoque de principes économiques provoque, pour cette raison, de considérables catastrophes. Elle est le fait de la nuée de ceux qui parlent d'économie, sans n'avoir jamais pratiqué le monde de l'entreprise. Un paradigme nous accompagnera tout au long de ce livre, celui de la cohésion profonde entre microéconomie et macroéconomie, entre pratiques entrepreneuriales et résultats globaux à l'échelle d'un pays. La macroéconomie a trop souvent prospéré sur l'hypothèse fausse d'une indépendance complète entre ces deux niveaux, entretenant le plaisir de manœuvrer des leviers globaux, abstraits et dépourvus de sens. Un bon décideur de la politique économique, comme un bon capitaine d'industrie, est celui qui se frotte à l'épreuve et à la connaissance du terrain, rentrant dans la fournaise du fonctionnement des entreprises pour le macroéconomiste, court-circuitant les intermédiaires hiérarchiques pour le capitaine d'industrie. L'économie ne se fait pas en gants blancs, mais avec ceux du chirurgien. Celui qui se dit économiste, mais n'a pas été acteur de l'entreprise pendant de nombreuses années, est similaire à un médecin qui n'aurait jamais pratiqué de dissection, un militaire qui n'aurait jamais subi l'épreuve du feu. Une nuée d'experts, restés ad vitam aeternam sur les bancs de l'université, dans des institutions censées réguler les équilibres économiques ou prodiguant des conseils stratégiques, encombre ainsi le paysage. Une partie du travail consiste à les écarter pour y voir clair. Ce livre est issu de plus de 20 années d'expérience, de mes pairs comme de moi-même, acquises principalement au sein d'une grande entreprise industrielle et par la confrontation aux nombreux partenaires industriels ou tertiaires que la vie des projets m'a fait rencontrer. Nous sentons que le retour à des fondamentaux de la pensée économique est nécessaire. Les modèles prêts à l'usage appliqués depuis 4 décennies
montrent de plus en plus leurs insuffisances. Ils précipitent une majorité croissante de personnes dans la précarité et sont pilotés par une élite, se distinguant plus par sa superficialité et son irresponsabilité que par des qualités de véritables décisionnaires. La concurrence entre les hommes pour les postes à responsabilité ne mène pas aujourd'hui à une sélection des excellences, mais à une anti-sélection amenant des médiocres aux postes clés. Ce phénomène est observé depuis longtemps, bien avant ce livre, depuis les Snakes in Suits de Paul Babiak et Robert Deher, La fin du management de Gary Hamel ou La médiocratie d'Alain Deneau. Ceci n'est pas l'un des moindres paradoxes de la concurrence. Schumpeter en fit déjà l'observation dans les grands groupes, amenant l'économiste viennois à distinguer les managers des véritables entrepreneurs, avec une connotation péjorative pour les premiers. Les habituelles recettes de baisse de charges, réduction des coûts du travail, flexibilité de l'emploi ne mènent pas à une sortie de crise, mais à un nivellement par le bas et à un simple partage de la précarité. Elles sont la solution de facilité, le stéréotype d'élite paresseuse. Cet état de fait permet à des forces populistes et autoritaristes d'émerger politiquement, sacrifiant au passage les fondamentaux de nos libertés civiques et économiques. Les dirigeants superficiels se contentent de condamner les forces populistes, sans admettre une seule seconde que c'est leur seule irresponsabilité qui est la cause de leur émergence. Il est temps que l'économie réelle reprenne la place qui aurait toujours dû être la sienne, celle des forces actives de la société, de celles qui imaginent, conçoivent et réalisent en suivant fidèlement le retour intransigeant du terrain. De nombreux exemples concrets parsèment ce livre, aussi bien pour mettre en garde contre les pièges les plus courants du management, que pour proposer des voies de sortie repensant radicalement le monde du travail. Nous vivons dans un règne de démagogues comme rarement l'histoire en a connu, aussi bien de la part de ceux qui prétendent incarner la modernité et le progrès, que de ceux qui les combattent en accaparant la vox populi. Si ce livre permet d'éviter ces deux écueils et contribue à ce que se poursuive l'odyssée des hommes libres et des hommes d'action, nous aurons ajouté une petite pierre à ce que le monde comporte encore de civilisé. 1. De quelques paradoxes économiques. L'erreur la plus fréquente en économie est de penser que l'on peut appliquer un principe de façon univoque. Toute action en économie engendre un effet secondaire, opposé ou inattendu vis-à-vis de l'action engagée. L'économie est en cela beaucoup plus semblable aux sciences du vivant qu'aux sciences physiques. Elle renferme en elle-même les effets secondaires de toute action que l'on entreprend de mener sur elle. Agir en économie nécessite de prévoir l'intégralité de ses effets et contre-effets. Toute notion économique doit inclure, dès sa création, la notion secondaire qui s'y opposera lors de son application. Cette capacité d'anticiper l'ensemble des effets de bord de nos actions requiert une grande expérience pratique, non celle que l'on rencontre sur les bancs de l'université, mais en appartenant au monde de l'entreprise in vivo. Quiconque prétend enseigner l'économie, mais n'a jamais mené lui-même un projet de bout en bout, en se confrontant à l'ensemble des services d'ingénierie, de marketing, de fabrication, de logistique, de force de vente, d'après-vente, d'achat juridique et financier et comme un médecin qui n'aurait jamais pratiqué de dissection. Comme la médecine médiévale d'avant la dissection, celle-ci était interdite pour des raisons religieuses, il peut acquérir certaines connaissances par l'observation externe, ce savoir pouvant être non dénué de valeur. Mais il lui manquera une dimension essentielle, celle de la compréhension des jeux d'acteurs au sein de l'entreprise. La grande faillite de la macroéconomie est de penser que l'on peut mener une analyse sérieuse en s'affranchissant de ces jeux d'acteurs. La macroéconomie peut à la rigueur fournir un bilan acceptable d'une situation instantanée, mais sera incapable d'une quelconque anticipation si elle ne rentre pas dans ce que chaque entreprise renferme ni ne comprend leurs différentes stratégies individuelles, pour un résultat apparemment identique au moment de l'observation. Il ne suffit pas pour cela de parcourir le monde de l'entreprise comme un invité. Il faut en être l'un des acteurs réels, c'est-à-dire avoir subi l'enjeu et la pression d'un projet dont on est responsable, pour en assurer les livrables en temps et en heure, au niveau de qualité et de maintenabilité voulu. Ceux qui estiment au contraire qu'une analyse post-mortem permet d'avoir le recul nécessaire sur les lois de réussite d'un projet, manqueront d'un facteur qui n'est pas d'ordre directement économique, mais qui la sous-tend en permanence:
le jeu humain des relations de pouvoir, de coopération ou de trahison, sans lequel l'économie est une ratiocination mathématiquement sophistiquée mais n'ayant qu'un rapport lointain avec la réalité. Lorsque ces facteurs ont été expérimentés et connus, la raison d'effets secondaires s'opposant à l'action d'origine devient limpide. L'économie doit être pensée au commencement comme le lieu des paradoxes, des mises en tension de notions contraires qui se manifestent à chaque mouvement. Nous allons maintenant plonger dans ce milieu étrange, où chaque action simple est accompagnée d'un cortège de résistances associées. 1.1 Les paradoxes de la concurrence. 1.1 La concurrence des idées. Nous sommes en mai 2015, au sein de la société Taleto, nom fictif d'une entreprise réelle. Le directeur du projet MyTaleto, application d'espace client personnel sur smartphone, lance un appel d'offres pour sélectionner le prestataire digital qui sera chargé de la développer. Taleto est une grande entreprise industrielle du CAC 40. 4 sociétés de premier plan dans la maîtrise d'œuvres digitales sont sollicitées pour répondre à cet appel d'offres. Le directeur de projet leur a remis un cahier des charges il y a 2 semaines. Les 4 sociétés ont fourni chacune leur première réponse technique et commerciale, en vue de soutenances qui auront lieu dans une semaine. À la lecture des 4 propositions, le directeur de projet et ses équipes techniques s'aperçoivent que l'un des prestataires se démarque nettement des autres, par une astuce résolvant un point complexe d'identification du client, lors de l'appairage de son smartphone aux produits industriels commercialisés par Taleto. Comme dans tout appel d'offres, l'équipe d'ingénierie que pilote le directeur de projet se coordonne avec le département des achats, ceux-ci étant chargés de la négociation du meilleur prix vis-à-vis des prestataires. Le directeur de projet fait remarquer aux responsables des achats que l'un des prestataires se démarque nettement des autres sur l'un des points cruciaux de l'application, ce qui va faciliter l'évaluation et la sélection de la société élue. Le département des achats y voit effectivement une aubaine, mais dans un autre sens. Son premier réflexe est qu'il faut s'empresser de communiquer cette bonne idée aux 3 autres prestataires, de façon à les mettre en concurrence et bénéficier du meilleur prix pour cette innovation. Le directeur de projet s'y oppose farouchement. La société qui a fait preuve d'initiative et d'innovation n'en perçoit aucun avantage, les autres se voyant communiquer son idée dès que celle-ci est émise. Ce à quoi le département des achats rétorque que l'important est d'obtenir le meilleur prix pour la société et que de toute façon, la concurrence est toujours bonne, car nous sommes en économie de marché. Le directeur de projet se fâche carrément avec les achats. Ceci n'a rien à voir avec l'économie de marché, qui doit en premier lieu favoriser l'esprit d'entreprise et la capacité à se différencier. La société qui s'est démarquée a démontré ses qualités. Si elle n'en touche aucune rétribution, non seulement elle, mais toutes les autres sociétés seront découragées de faire preuve d'initiative. Le raisonnement des achats est très court-termiste. Nous aurons peut-être un bon prix pour cet appel d'offres, mais lors du prochain, les sociétés consultées seront échaudées en connaissant nos pratiques. Elles masqueront leurs bonnes idées, ou dépenseront de l'énergie à copier celles des autres. Nous sélectionnerons les meilleurs faussaires, non les meilleurs professionnels. Les achats et le directeur de projet finirent par s'accorder pour ne pas communiquer l'idée innovante aux autres prestataires, avant la fin de l'appel d'offres. Mais il fallut batailler ferme pour expliquer cette entorse à la concurrence pure et parfaite, qui implique un partage complet et immédiat de l'information. Cet exemple vous semble exagéré concernant les pratiques des achats et l'application du principe de mise en concurrence ? Je peux garantir le complet réalisme de ce scénario. Il s'est déroulé dans la vie réelle. J'en étais le directeur de projet. 1.1 de la concurrence des services. En 2008, la Commission européenne organise des groupes de travail réunissant les grands constructeurs automobiles dont la part de marché est significative en Europe, afin de finaliser les termes de la future norme Euro V. Cette norme porte principalement sur la réduction des émissions polluantes, mais comporte un volet spécifique à l'après-vente automobile. En 2008, la montée en puissance de l'électronique embarquée dans les voitures a rendu leur réparation beaucoup plus confidentielle, réservée à des techniciens spécifiquement formés et équipés. Il n'est plus possible au simple particulier de réparer sa propre voiture, même pour des opérations simples,
car les interventions sont devenues beaucoup plus électroniques que mécaniques. La première opération qu'effectue un garagiste de nos jours est de brancher une mallette électronique pour tester et reprogrammer les calculateurs embarqués, bien avant de sortir son tournevis ou sa clé anglaise. Cette situation était devenue telle que les constructeurs automobiles avaient créé un marché captif de la prévente à leur profit. Il devenait très difficile de faire réparer ou entretenir sa voiture ailleurs que chez les concessionnaires ou succursales de la marque. La réparation exigeait une mallette électronique propre à chaque constructeur et surtout une documentation électronique de plus en plus complexe, que seul le constructeur pouvait mettre à disposition de ses garages. Les marchés de l'après-vente devenaient cloisonnés, chacun pouvant fixer ses tarifs de main-d'œuvre et de pièces de rechange sans grande pression concurrentielle. Plus grave, les sociétés spécialisées dans la réparation automobile telles que Midas ou Speedy ou encore les garagistes et réparateurs indépendants voyaient leur marché se réduire drastiquement et ne pouvaient plus rentrer en concurrence avec les constructeurs. Les groupes de travail de la Commission réunirent les principaux constructeurs automobiles européens, ainsi que les représentants des réparateurs, grandes enseignes ou indépendants. L'objectif était de rendre totalement accessibles les procédures de réparation, par des équipements et une documentation standardisée, permettant à toute concession automobile de réparer d'autres marques et aux réparateurs professionnels d'avoir accès à n'importe quelle marque. Bien entendu, les représentants des constructeurs automobiles et ceux des réparateurs tiraient dans des sens contraires lors de cette négociation. Les constructeurs cherchaient à préserver leur confidentialité professionnelle, les réparateurs à ce que celle-ci devienne complètement ouverte. Les deux camps avaient tort, car s'en est suivie une discussion fort intéressante. Où commence le savoir-faire propre à un constructeur et où s'arrête le secret qu'il peut préserver sur lui ? Bien entendu, la stratégie des marchés captifs mise en œuvre par les constructeurs n'était pas admissible. Empêchant toute mise en concurrence, elle emprisonnait les clients dans des pratiques entièrement décidées par leur marque. Cependant, l'autre extrême de procédés de diagnostic et de réparation ouverts à tout vent était-il une bonne chose ? La réparabilité d'une voiture nécessite une grande ingéniosité de conception, afin que tous les composants soient facilement accessibles, que les éléments les plus simples, mais sécuritaires, ampoules de phare par exemple, soient remplaçables en quelques minutes et par un particulier, afin que les composants maîtres puissent être remplacés proprement avec le minimum de temps de main-d'œuvre. Obliger les constructeurs à révéler ces procédés de fabrication les empêchait de se différencier, comme dans l'exemple précédent. Il est évidemment anormal de devoir rester dans sa marque pour changer des bougies. En revanche, le partage complet des savoir-faire pose question pour des opérations plus fondamentales telles qu'une dépose moteur ou un changement de bloc de distribution. Nous rencontrons ici un cas mixte du précédent. Le partage d'informations est nécessaire pour une partie de l'activité, néfaste pour l'autre. 1.1.3 La concurrence, une notion intrinsèquement paradoxale. Joseph Schumpeter l'avait déjà observé. L'entrepreneur doit toucher les bénéfices de l'avantage concurrentiel d'une nouvelle idée ou d'un nouveau produit, en préservant celui-ci de la concurrence pendant un certain temps. S'il est indéfiniment protégé contre la concurrence, il s'agit d'une rente de situation et d'un abus de position dominante. S'il est mis en concurrence immédiatement, en temps réel, et selon les termes de la concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire l'obligeant au partage immédiat de l'information, il ne sera jamais incité à innover et à se démarquer des autres, son avantage étant immédiatement dissous par le marché. Le fonctionnement sain de l'économie se situe dans un entre-deux temporaire. La mise en concurrence doit s'appliquer, mais progressivement, laissant à l'entrepreneur une marge positive pendant tout le temps où il conserve son avantage compétitif. Ce délai de diffusion de l'information à ses concurrents est en violation de la sacro-sainte concurrence pure et parfaite, puisqu'il freine volontairement une concurrence pleine et entière. Il est cependant le moteur même de l'économie. Il représente la juste rétribution de l'esprit d'entreprise, la marge que gagnera celui qui s'est distingué des autres. Joseph Schumpeter appelait cette marge une quasi-rente, parce qu'il ne s'agit pas d'une rente à vie, mais le gain d'un monopole temporaire de situation. Concurrence et compétitivité sont ainsi deux forces agissant en sens contraire, la richesse en économie provenant de la tension maintenue en permanence entre les deux.
Une façon plus imagée de le faire comprendre est celle de la lame et de la meule. La meule est la concurrence. Si vous ne passez jamais votre lame à son action, elle s'émoussera et manquera de tranchant. L'on s'enfonce dans l'abus de position dominante. Si vous passez la lame à la meule en permanence, vous détruisez votre lame plutôt que d'en affiner le tranchant. On ne peut jamais parler de concurrence de façon efficace en économie de manière atemporelle. Il faut toujours préciser le temps de relaxation de mise en application de la concurrence, car c'est cette marge qui détermine la vie de l'entrepreneur. 1.1.4 Compétitivité-prix, compétitivité-qualité. Il est courant de justifier de mesures en économie par l'accroissement de la compétitivité ou le maintien de la compétitivité. Le terme compétitivité ne signifie pourtant rien dans l'absolu, car deux formes antinomiques de la compétitivité apparaissent toujours conjointement, la compétitivité sur les prix et celle sur la qualité. S'engager dans une concurrence sur les prix nécessite de prendre des mesures sur le coût de la main-d'œuvre, par exemple en délocalisant, sur la simplification des circuits de production et de distribution, sur le jeu des taux de change. S'engager dans une concurrence sur la qualité nécessite une politique de recrutement et de formation hautement qualifiée, la mise en place de processus de contrôle plus importants sur la production et sur le service aux clients, toute mesure ayant un coût élevé et dégradant la compétitivité-prix. La valeur que l'on cherche en permanence à optimiser est le rapport qualité-prix. Mais l'optimisation de ce ratio n'est pas simple, un gain sur l'un des termes se payant d'une dégradation sur l'autre. Trop souvent, des chefs d'entreprise ou des gouvernements sans vision ni imagination ne comprennent la compétitivité que sur les prix. Trop de décisions majeures sont prises et exécutées selon une simple règle de 3. Un offshoring de la production ou du service est mis en œuvre, sans considération aucune pour la perte de qualité éventuelle qui en résultera. Une opération d'offshoring bien menée veillera toujours à garder au sein de la maison mère les compétences clés permettant de piloter à distance les usines ou services délocalisés. Il faut pour cela rentrer dans l'organisation interne de l'entreprise, s'intéresser aux compétences réelles des hommes et à la connaissance de leur valeur ajoutée. Le mauvais management raye ceci d'un trait de crayon, pour ne conserver que la règle de 3 de coûts salariaux plus attractifs, parce que le mauvais management ne connaît pas ses hommes et ne connaît pas leur savoir-faire. 1.1.5 Différenciation et termes de l'échange. Les paradoxes de la concurrence surgissent parce que nombreux sont ceux qui pensent que la concurrence est le cœur de l'économie de marché, son maître principe. D'autres encore font de la main invisible et de l'autorégulation du marché par lui-même la règle directrice. Si ces deux principes jouent un rôle important, ils génèrent confusion et faux semblants s'ils sont pris comme la source même de l'économie libre. Le véritable principe qui doit être placé à l'origine de l'économie est celui de la différenciation. Le producteur de valeur économique est celui qui se différencie ou élabore de nouvelles combinaisons, dans les termes de Schumpeter. Concurrence, main invisible, ainsi qu'un certain nombre d'autres mécanismes ne sont que des principes subordonnés à celui de la différenciation. La lecture des mécanismes de marché à l'aune de la différenciation rend ceci beaucoup plus clair et dissipe les paradoxes. David Ricardo est considéré à raison comme un économiste des plus profonds, en tant que créateur de la théorie des avantages comparatifs. Celle-ci est à la fois un mécanisme simple et imparable. Lorsque deux acteurs économiques possèdent de meilleurs taux de productivité respectifs sur deux biens différents, ils ont tout intérêt à spécialiser leur production et à ouvrir leurs économies, en achetant ce que l'autre sait mieux faire et en faisant ce sur quoi chacun est plus compétitif. Il est d'usage de voir dans Ricardo une ode à l'ouverture illimitée des frontières et à la libre concurrence. C'est certainement l'une des leçons à tirer de Ricardo, mais très peu de personnes perçoivent qu'il ne s'agit que de la moitié de son enseignement. Pour que les avantages comparatifs fonctionnent, il ne suffit pas d'ouvrir les frontières. Il faut également que les acteurs économiques conservent leur caractère différenciant, leur savoir-faire spécifique qui permet les gains de productivité d'une économie ouverte. Cela suppose que chaque acteur économique maintient ce savoir-faire spécifique avec un temps d'avance, notamment qu'il protège la connaissance de ses procédés de fabrication. Chacun sait qu'il ne pourra le faire indéfiniment,
la dilution naturelle des savoirs vient à bout des secrets industriels les mieux gardés. Mais s'il ne le fait pendant un certain temps, la richesse produite par le mécanisme de Ricardo ne sera pas au rendez-vous. La concurrence immédiate et en temps réel détruit l'avantage compétitif et ne valorise pas l'ingéniosité de l'entrepreneur. Les avantages comparatifs ne se réalisent donc pas à travers une ouverture à tout va. Ils nécessitent parallèlement une concentration et un maintien des savoir-faire stratégiques. Le débat entre protectionnisme et libre-échange est en cela un faux clivage. Il est nécessaire d'être libéral sur les échanges de biens, protectionniste sur les savoirs et savoir-faire. Ce double mouvement contraire est fédéré par la capacité de l'entrepreneur à se différencier. Les avantages comparatifs de Ricardo sont semblables à une pile électrique. Ils ont besoin d'une libre circulation pour rendre leur puissance effective. Mais ils doivent maintenir en permanence deux bornes bien distinctes et bien différenciées pour fonctionner. 1.1.6 Conclusion. Les trois nuances du libre marché et de la protection. Il faut être libéral concernant les échanges de biens, semi-protectionniste concernant les échanges de services et totalement protectionniste concernant les savoirs et savoir-faire. Du reste, ceci est une recette appliquée depuis très longtemps par les USA, contrairement à l'ode à sens unique de la dérégulation, chantée par ceux qui ignorent les vraies lois de l'économie. Le marché des services est un cas d'école intéressant, parce qu'il représente un intermédiaire entre la concurrence sur les savoir-faire et celle sur les prix, entre l'avantage comparatif et la possibilité de rapidement copier. Ceci n'a rien de surprenant, lorsque l'on comprend que les règles de l'économie obéissent aux fondamentaux beaucoup plus anciens de l'art de la guerre. La situation idéale d'une troupe sur le champ de bataille est d'infliger le maximum de puissance de feu à l'ennemi, tout en étant soi-même protégé de la sienne. Ces deux conditions sont bien entendu en tension contraire. L'offensive nécessite de se découvrir. Un compromis doit alors être trouvé entre les trois paramètres que sont la puissance de feu, la solidité de la défense et la mobilité. Toute l'histoire des formations militaires, de la phalange grecque jusqu'à la guerre de mouvement des blindés en passant par les manœuvres romaines, a cherché continuellement le meilleur compromis entre ces trois contraintes contradictoires. La tension entre les forces d'innovation dont on cherche à conserver le secret le plus longtemps possible et les forces de mise en concurrence qui consomment et dissolvent les précédentes, ne doit jamais être tranchée, mais maintenue en permanence. 1.2 Les paradoxes de la rentabilité. Théorème de la rentabilité. Toute recherche immédiate et aveugle de rentabilité aboutira à des pertes considérables de rentabilité. Illustration. La diminution du prix des composants ou des équipements. Comprimez vos coûts de production en rognant sur le moindre composant, sans connaissance du fonctionnement industriel d'ensemble de votre produit ou de votre service. Vous obtiendrez alors une automobile haut de gamme dans laquelle il n'est pas possible de téléphoner en connexion Bluetooth, une assurance ou un service juridique ne couvrant plus qu'un pourcentage dérisoire de ses clients, un call center incapable de renseigner des personnes ayant besoin d'aide, un système informatique défaillant parce que le prestataire engagé pour le développer aura été étranglé financièrement par votre service achat. Vous devrez en définitive soit mettre la clé sous la porte, soit assurer des opérations de maintenance et d'assistance très coûteuses pour rattraper vos défauts de qualité, soit verser des avenants considérables aux prestataires qui se vengeront d'avoir été étranglés par vous. Une opération de diminution des coûts ne doit être engagée qu'en ayant évalué précisément ses impacts sur le processus de production et sur le niveau de qualité du produit final. On ne doit lui donner son aval que s'il a été prouvé qu'elle ne dégradait que de façon négligeable ces deux derniers points. Il faut pour cela rentrer dans une compréhension profonde des métiers à l'œuvre dans son entreprise et discuter avec leurs chevilles ouvrières, non agir en simple cost-killer. Une opération véritable de réduction de coûts est celle qui optimise le procédé industriel, non celle qui réduit les coûts pour le principe de les réduire. L'ignorance des conditions de maintenance. Ne pensez qu'à la vente de votre produit sans préparer son après-vente. Pour des raisons de diminution immédiate de coûts, employez le processus de production le plus facile, mais qui rendra 10 fois plus difficile une intervention de réparation,
parce que vous n'aurez pas prévu que votre produit puisse être démonté ni donner une priorité d'accès à ses pièces maîtresses par un réparateur. Vous obtiendrez par exemple une automobile nécessitant 2 heures de temps de main-d'œuvre et le démontage de son bouclier avant pour changer une ampoule. Ou bien, une maison dont l'accès aux arrivées d'eau est impraticable. Ou encore un appareil électroménager devant être entièrement changé parce qu'il n'a pas été conçu en modules indépendants, mais en blocs solidaires. Enfin, si vous développez un produit incluant des logiciels embarqués, sa non-modularité et sa solidarité totale avec le hardware de votre produit vous auront permis de diminuer les coûts, mais obligeront votre client à revenir dans vos points de vente pour une simple mise à jour, à la fois pour des raisons de complexité et de sécurité. Faites de même pour votre offre de service, où il sera beaucoup plus simple et moins coûteux de ne traiter que 2 ou 3 cas d'usage pour vos clients, mais où la moindre procédure sortant de l'ordinaire nécessitera un temps et une complexité au centuple. Soit vous devrez régler cet énorme surcoût, soit vous le ferez payer très cher à votre client en lui refusant le service qui lui est dû. La logique de production d'un produit ou d'un service est différente de la logique de sa réparabilité. Les deux sont souvent contradictoires, et doivent faire l'objet de compromis astucieux conçus à l'avance. Celui qui ne pense qu'à la première dimension sans penser à la deuxième, se prépare des lendemains difficiles. La diminution des salaires par offshoring. Enclenchez l'une de ces brillantes opérations d'offshoring qui vous vaudront d'être considéré comme un grand stratège du management, quand le principe que vous appliquez n'est qu'une simple règle de 3. Ignorez au passage les problèmes de barrière de la langue, de différences culturelles, de difficultés de piloter à distance une activité, par téléphone ou vidéoconférence sans jamais voir les équipes chargées du travail ni les connaître personnellement. Ignorez que sur des compétences rares et à haute qualification, le ratio salarial de 1 à 10 sur lequel vous comptez ne s'applique plus. Les personnes qualifiées dans n'importe quel pays se renseignent par Internet sur le prix de leurs compétences. Continuez de penser qu'un ingénieur se paye dans ces ratios, dans un pays en développement. Tenez le discours de la mondialisation heureuse et de l'ouverture aux autres pour accompagner votre action, tandis que dans votre fort intérieur vous pensez que les personnes des pays en développement sont des employés low cost à exploiter, dont la distance aura l'avantage supplémentaire de ne pas vous inquiéter. Enfin et surtout, ne faites pas la différence entre une activité de cœur de métier et une activité connexe lorsque vous l'externalisez. Sur des activités de cœur de métier, ne gardez aucune compétence interne vraiment profonde au siège pour piloter l'activité à distance, par exemple des personnes ayant une expérience poussée de la programmation pour coordonner le travail de dizaines ou de centaines de programmeurs situés à des milliers de kilomètres. Il est vrai que les chefs d'équipe ayant une réelle compétence approfondie vous font peur, l'on risque de s'apercevoir qu'ils feraient de bien meilleurs managers ou directeurs que vous. Vous obtiendrez alors un désastre tel que celui de la Royal Bank of Scotland en 2012, vous obligeant à des opérations de reshoring en catastrophe et à des prix exorbitants, ainsi qu'au paiement d'amendes très élevées pour le préjudice que vos clients ne manqueront pas de subir. Toute opération d'offshoring n'est pas mauvaise en soi si l'on a pris le soin de bien la préparer, c'est-à-dire dans le respect des équipes se trouvant à distance et de celles restant au siège. Les profils qualifiés des équipes distantes devront être payés en conséquence. Les grilles normatives des grands groupes doivent prendre le chemin qu'elles méritent, c'est-à-dire celui de la poubelle. Les compétences se paient, que l'on soit en Inde, au Brésil, en Bulgarie ou au Burkina Faso, et penser le contraire relève de l'hypocrisie mondialiste qui se présente comme un modèle d'ouverture, mais possède un soubassement mental d'arriéré féodal. Il est crucial de conserver des équipes compétentes au siège s'il s'agit d'une activité de cœur de métier. Seule la précision de leur professionnalisme peut contrebalancer les difficultés de la distance, de la langue et de la culture. En particulier, de bons professionnels de part et d'autre pourront dialoguer dans un langage non ambigu, par exemple directement dans des langages de développement s'il s'agit d'un projet informatique. Trop souvent, les actions d'offshoring ne sont pas un moyen de répartir une activité, mais de s'en débarrasser, en imaginant que l'on se passera de l'effort du management réel par l'illusion que sont le forfait et le contrat. La diminution des frais de structure en s'appuyant sur les employés. Ayez l'idée géniale, que vous présenterez comme telle,
de faire réaliser les tâches administratives ou de gestion par les équipes opérationnelles, par exemple l'émission de demandes d'achat, le contrôle de gestion, voire la gestion de la facturation. Ceci afin de diminuer, voire supprimer les équipes en charge de ces actions. Tenez le raisonnement cynique estimant que vos employés absorberont ces nouvelles tâches sur leur temps personnel, notamment grâce aux nouvelles technologies de travail à distance, connexion VPN, etc., leur permettant de les effectuer depuis chez eux entre 22 heures et 24 heures. Vous obtiendrez pour une part des salariés en burn-out, pour ceux qui se seront laissés berner par votre jeu, et une autre part sans cesse grandissante qui refusera catégoriquement de prendre sur son temps personnel pour effectuer ces tâches. Par tous les moyens de la résistance passive, qui finit toujours par avoir le dessus sur tout contrôle même tyrannique, votre productivité sur les activités contribuant directement à votre chiffre d'affaires chutera drastiquement. Cerise sur le gâteau, vous serez amené à payer ces activités administratives et de gestion à un taux horaire bien supérieur à celui du marché. Les notions de cœur de métier et de motivation associée possèdent un impact considérable sur la productivité. Décharger les équipes opérationnelles des tâches administratives qui les environnent permet d'atteindre les performances des meilleurs, tandis que rogner sur ces frais de structure est la fausse bonne idée, celle de managers distants ne pilotant qu'à coup de ratio. 1.3 Les paradoxes de la vitesse. Théorème de la vitesse. Toute recherche d'efficacité par la seule rapidité aboutira à des pertes de temps considérables. Illustration. La tentation des apparences dans les développements informatiques. Dans l'industrie du numérique, il est plus rapide et plus visible de réaliser des fabrications ou des développements ad hoc que selon une conception d'ensemble. Ceci est à contrario des industries classiques, pour lesquelles l'on admet qu'il est nécessaire de mettre en place des processus de production standardisés et généraux pour accroître la productivité. La difficulté propre au numérique est que des développements ayant un certain niveau de généricité et d'abstraction ne proviennent pas d'individus communs. Des développements bien pensés nécessitent une grande intelligence de la part de leurs concepteurs, non reproductible par un processus. La puissance de conception qui sous-tend un programme informatique se révèle lorsqu'il faut y apporter des modifications un an plus tard. Par exemple, s'il dessert plusieurs pays selon un schéma général et quelques variantes spécifiques, un programme bien développé ne nécessitera des retouches qu'à un seul endroit, tandis que celui qui a été écrit en cédant à la facilité devra être repris à autant d'endroits qu'il y a de pays. Une conception numérique nous confronte toujours à des questions relatives au générique et au spécifique, au langage formel et au langage naturel, à l'exactitude et à l'ambiguïté sémantique. Derrière cette chose très terre-à-terre qu'est la maintenance d'un programme informatique, se cachent des questions fondamentales sur la nature de la logique et sur son rapport à la connaissance et au réel. C'est en cela que le choix des concepteurs est crucial. Ceux qui aiment la facilité et la rapidité privilégieront des développeurs fournissant un résultat visible immédiat, mais qui n'auront pas pensé à la généricité de leur code. Un développeur lent est soit médiocre soit génial, et si l'on ne sait comment départager les deux par une revue de conception, des erreurs de jugement dramatiques peuvent en découler. Selon la façon dont la conception a été menée, les coûts de maintenance d'un développement informatique ne varieront pas seulement dans un rapport de 10%, 20% ou 30%, mais dans un rapport net de 1 à 10. La vitesse est une notion qui devient paradoxale lorsque le produit est complexe. Lui vouer un culte ne permet pas d'être rapide, mais agité, s'épuisant en tâches sans valeur auxquelles l'on se condamne soi-même. Comme dans les arts martiaux, celui qui est réellement rapide ne semble pas se déplacer vite, il est celui que l'on ne voit pas venir. La malédiction de PowerPoint. Le désastre humain, 7 astronautes morts et technologiques de la navette Columbia en 2003 est dans toutes les mémoires, parce qu'emblématique de décisions superficielles et prises à l'emporte-pièce sur la base de présentations PowerPoint. Avec le culte de la vitesse est venu celui de la superficialité, qui a modelé un nouveau type de manager et de directeur, celui ne supportant plus un effort de réflexion et de concentration au-delà de 30 secondes. PowerPoint est le véhicule préféré de ces nouveaux histrions de l'apparence.
Des réunions de décision engageant parfois des budgets de plusieurs millions d'euros voire des vies humaines sont bouclées en quelques minutes, par adoration de la vitesse. Les comités de direction deviennent des numéros de mauvais théâtre, où règnent les plus démagogues et les plus flatteurs, ceux capables de monter en épingle un détail insignifiant, d'ignorer la trame des points véritablement importants, ou de prétendre que les méthodes de projet n'ont pas été respectées parce qu'il aurait fallu aller au-delà du 5e slide pour prouver le contraire. Seuls quelques patrons visionnaires prennent la mesure de ce danger. Ainsi Jeff Bezos, PDG d'Amazon, a-t-il interdit l'usage de PowerPoint dans les réunions de décision. Toute décision devant être soumise à arbitrage doit faire l'objet d'un résumé de 4 à 6 pages, et les 20 premières minutes de la réunion doivent être consacrées à la lecture du document, afin de s'assurer que chacun des participants l'a bien lu. Ceci peut paraître aberrant, mais Jeff Bezos est suffisamment fin observateur pour savoir que dans nombre d'entreprises modernes, de soi-disant décideurs ne prennent même plus les quelques minutes nécessaires à la connaissance minimale de leur dossier. Il est vrai que les jeux d'acteurs de l'entreprise moderne valorisent bien peu la connaissance de son métier, beaucoup plus l'art de l'intrigue territoriale. Celle-ci étant très consommatrice en temps, le culte de la vitesse, la superficialité inouïe des dirigeants modernes et leur absence d'éthique sont 3 phénomènes qui ont avancé de concert. Lorsque des décisions sont à prendre concernant des infrastructures profondes de l'entreprise, mais que le résultat n'est pas en visibilité immédiate, par exemple la mise en place de référentiels informatiques, l'incompréhension est totale entre les prétendus décideurs et ceux qui possèdent la compétence nécessaire. Le culte de la vitesse est corrélatif de celui des imposteurs, phénomène maintenant hégémonique dans le monde de l'entreprise. Obligés, comme le fait Jeff Bezos, aux quelques minutes de réflexion et d'approfondissement débusquent les imposteurs, révèlent les véritables conceptions de fond ainsi que les compétences qui doivent les accompagner. La cohérence et la cohésion d'un texte ne mentent pas, obligent à structurer la pensée et à en chasser les facilités. Les profils des dirigeants se façonnent selon ce que l'on valorise en eux. L'on sélectionne les hommes selon les cultes que nous rendons à la véritable vitesse ou à sa variante superficielle. La véritable rapidité est rendue au centuple à celui qui ne s'est pas prêté au jeu de scène et aux parades du slideware. Réorganisation d'une direction. Aller trop vite dans ce qui nécessiterait du temps, trop lentement dans ce qui devrait être traité rapidement. La plupart des réorganisations de direction sont conduites selon des logiques d'avidité territoriale et de préemption des postes clés, non par une compréhension organique des forces et faiblesses des équipes existantes. Il est vrai que pour atteindre ce dernier niveau, il faut s'intéresser aux hommes, à leurs accomplissements et à ce qu'ils savent faire. Les décisions concernant l'organigramme de tête sont prises avec une violence sourde, alimentée par le carburant de l'opportunisme. Lorsqu'il est promis que les décisions concernant les postes à pourvoir seront discutées et analysées ensemble, l'on peut être certain qu'elles ont en fait été déjà actées. Le comité de direction est nommé généralement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.